l'idée d'un voyage. Il existe une expérience mentale que les astronomes proposent parfois aux étudiants. Non pas pour y répondre, mais pour la ressentir. Imaginez que vous puissiez voyager. Pas comme les humains voyagent, pas à bord de fusées traversant des orbites soigneusement calculées à des dizaines de milliers de kilomètres par heure. Mais librement, sans effort, à n'importe quelle vitesse que vous choisiriez. Imaginez simplement que vous puissiez y aller. Que découvririez-vous si vous vous dirigiez vers l'extérieur et continuiez d'avancer? La question semble simple, mais elle ne l'est pas. Même avec une liberté totale de mouvement, traverser l'univers observable vous ferait passer à travers des structures d'une variété extraordinaire. Galaxies tournant lentement avec leurs milliards de soleils. Galaxies entrant en collision dans des catastrophes au ralenti durant des centaines de millions d'années. Endroits tellement vides que vous pourriez voyager pendant des centaines de millions d'années-lumière sans presque rien trouver. Décrire ce voyage nécessite plus qu'une simple liste de distances et d'objets. Il faut comprendre ce qu'est réellement une galaxie, comment elle s'organise dans le cosmos et ce que l'univers a fait pendant presque 14 milliards d'années pour produire le paysage que nous découvririons en volant à travers lui. C'est ce voyage. Pas un voyage physique, pas encore et peut-être jamais, mais un voyage honnête, basé sur ce que nous savons réellement, sur ce que des instruments comme le télescope spatial James Webb et de vastes études terrestres ont révélé, et sur ce que l'univers lui-même a inscrit dans sa propre structure. Nous commençons chez nous, car c'est le seul endroit que nous connaissons en détail. Sortir de la voie Cook, la Voie lactée, notre propre galaxie, la Voie lactée, est un point de départ aussi bon que n'importe quel autre, car c'est la seule galaxie que nous pourrons étudier de l'intérieur. Cette perspective interne présente un inconvénient étrange. Comme nous nous trouvons à l'intérieur du disque de la Voie lactée, environ à mi-chemin du centre, le long d'un de ses bras spiraux, nous voyons notre propre galaxie d'une manière que nous ne pouvons voir pour aucune autre. De profil, raccourci par la perspective et obscurci par 100 000 années-lumière de son propre gaz et de sa poussière, la brillante bande de la Voie lactée qui traverse un ciel nocturne sombre n'est que notre vue le long du plan de ce disque. Un disque si dense en étoiles et en matière interstellaire que le centre de notre galaxie est invisible aux télescopes optiques. Seule la lumière infrarouge et radio nous permet de voir à travers lui jusqu'au noyau galactique. Ce que nous avons pu reconstruire à partir de ce point de vue limité est une galaxie spirale barrée. Un type courant, mais en aucun cas petite. Le disque de la Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre, avec une barre centrale d'étoiles d'environ 27 000 années-lumière de long qui traverse le centre. 4 bras spiraux principaux s'enroulent autour de cette barre, formant des arcs d'étoiles jeunes et chaudes, des nuages de gaz brillants et des régions actives de formation stellaire. Notre système solaire se situe dans un bras secondaire appelé le bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Tout le disque tourne. Notre système solaire complète une orbite autour du centre galactique tous les 225 millions d'années, environ une période parfois appelée une année cosmique. Au centre de cette rotation se trouve le Sagittaire à étoiles, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Chaque galaxie que nous rencontrerons au cours de ce voyage
possède sa propre version de ce moteur central, allant du relativement modeste à l'incroyablement massif. Au-dessus et en dessous du disque, la Voie lactée est entourée d'un halo sphérique diffus d'étoiles anciennes et d'amas globulaires. Les restes des premières phases de la galaxie, formées avant même l'existence du disque. Et au-delà des étoiles visibles, s'étendant bien plus loin que ce que la lumière révèle, se trouve un immense halo de matière noire. On pense que cette structure invisible s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière et dépasse en masse toutes les étoiles de la Voie lactée de plusieurs fois. La Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Cette plage reflète une incertitude réelle. Compter les étoiles de sa propre galaxie depuis l'intérieur est presque aussi difficile que de compter les arbres dans une forêt depuis l'intérieur. Certaines estimations vont encore plus loin. Elle abrite des centaines de milliards de planètes, avec potentiellement des milliards de planètes rocheuses, et contient suffisamment de gaz et de poussière interstellaire pour former de nouvelles étoiles pendant encore des milliards d'années. Selon les standards de l'univers, rien de tout cela n'est extraordinaire. La Voie lactée est une grande galaxie spirale, clairement au-dessus de la moyenne en masse, mais loin d'être la plus grande qui existe. En la quittant et en commençant notre voyage vers l'extérieur, il est bon de se rappeler que Baliki, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, cette galaxie constituait tout l'univers connu. Le groupe local. En nous éloignant de la Voie lactée, la première chose que nous rencontrons n'est pas le vide, mais la compagnie. La Voie lactée n'est pas seule. Elle fait partie d'un ensemble de galaxies liées gravitationnellement, appelé le groupe local, et comprendre cet ensemble révèle quelque chose d'important sur la distribution des galaxies dans l'univers. Presque aucune n'est vraiment isolée. La gravité, avec suffisamment de temps, tend à rassembler les choses. Le groupe local s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. En son centre se trouvent deux galaxies dominantes, la Voie lactée et Andromède, formellement connues sous le nom de Messier 30 et 1. Andromède est la plus grande galaxie du groupe local, une spirale légèrement plus massive que la nôtre, contenant environ 1 trillion d'étoiles. Elle se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière, si proche que par une nuit sombre et claire depuis la Terre, elle est visible à l'œil nu comme une faible tache dans la constellation d'Andromède, ce qui en fait l'un des objets les plus éloignés qu'un humain puisse voir sans aide optique. La lumière qui atteint nos yeux depuis Andromède a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années, avant que les humains anatomiquement modernes ne marchent sur Terre. Andromède et la Voie lactée se rapprochent. La vitesse est assez modeste selon les standards cosmiques, environ 110 km par seconde, mais la direction est claire. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, les deux galaxies commenceront à fusionner, traversant lentement l'une l'autre dans une catastrophe gravitationnelle. Il est presque certain que les étoiles ne se percuteront pas. Les distances entre étoiles individuelles sont si énormes que même lors d'une fusion galactique, les collisions stellaires sont rares. Mais les orbites seront perturbées. La structure en disque des deux galaxies sera déformée. Le gaz sera compressé en vagues de formation stellaire. Au cours des 1000 à 2000 millions d'années suivantes, les deux galaxies finiront par fusionner en une seule grande galaxie elliptique
que les astronomes ont surnommé informellement Milkomeda. Notre système solaire survivra probablement, mais dans une orbite complètement différente, loin de tout ce qui ressemble à notre quartier actuel. La troisième galaxie importante du groupe local est le Triangle, Messier 33, une spirale située à environ 3 millions d'années-lumière, considérablement plus petite que la Voie lactée ou Andromède. Au-delà de ces trois galaxies, le groupe local est principalement peuplé de galaxies naines. Des dizaines d'entre elles, beaucoup découvertes seulement au cours des dernières décennies, à mesure que les études astronomiques devenaient suffisamment sensibles pour détecter des systèmes faibles et diffus. La Voie lactée possède sa propre collection de galaxies satellites, les plus visibles étant les nuages de Magellan Grand et Petit, visibles depuis l'hémisphère sud comme des taches séparées de la Voie lactée. Ces deux galaxies irrégulières sont suffisamment proches et massives pour déformer le disque externe de gaz de notre galaxie, et la gravité de la Voie lactée arrache lentement du matériau d'elle dans un vaste courant de gaz qui s'arc dans le ciel. Andromède possède également son propre système de satellites nains, beaucoup disposés dans un étrange plan plat encore mal compris. Au total, le groupe local abrite environ 80 galaxies connues, et ce nombre continue de croître à mesure que des observations plus profondes révèlent des membres de plus en plus faibles. Mais la majorité de ces galaxies sont des naines, de petits systèmes faibles et irréguliers qui se remarqueraient qu'à peine à côté d'une galaxie comme la Voie lactée. La masse du groupe local est dominée par ces deux géants, et ce sont ces géants qui détermineront finalement le destin du groupe. Le groupe local illustre également une caractéristique clé de la distribution des galaxies dans l'univers. Elles se regroupent hiérarchiquement. La Voie lactée possède des galaxies satellites naines. La Voie lactée et Andromède, avec leurs satellites, appartiennent au groupe local. Le groupe local appartient au superamas de la Vierge. Le superamas de la Vierge appartient à l'Aniakea. Et l'Aniakea est l'un des fils du réseau cosmique. À chaque niveau de cette hiérarchie, la gravité a organisé la matière à des échelles basses de plus en plus grandes, construisant des étoiles individuelles aux structures de centaines de millions d'années-lumière en utilisant le même mécanisme fondamental. La masse attire la masse et, avec suffisamment de temps, les concentrations initiales deviennent de plus en plus extrêmes. Forme des galaxies et ce qu'elles nous révèlent. Avant d'aller plus loin, nous devons nous arrêter pour comprendre ce que nous observons. Car toutes les galaxies ne sont pas identiques et les formes que nous rencontrons ne sont pas accidentelles. La forme d'une galaxie est un enregistrement de son histoire, la preuve de la manière dont elle s'est formée, de ce qu'elle a consommé, de l'âge de ses étoiles et de ce qu'elle a traversé. Edwin Hubble, travaillant dans les années 1920, a créé le premier schéma systématique de classification morphologique des galaxies, un diagramme aujourd'hui connu sous le nom de diagramme en fourche de Hubble. D'un côté se trouvent les galaxies elliptiques, des masses rondes à allongées d'étoiles, principalement anciennes et rouges, avec peu de gaz ou de poussière et presque aucune formation stellaire en cours. Elles varient de presque sphériques à très allongées et existent dans toutes les tailles. Des petites elliptiques naines avec seulement 1 million d'étoiles aux galaxies les plus massives connues, dépassant plusieurs fois notre Voie lactée. De l'autre côté de la fourche se trouvent les galaxies spirales, dont la Voie lactée et Andromède sont des exemples. Des disques tournants d'étoiles, de gaz et de poussière, avec des bras spiraux où se forment de jeunes étoiles bleues
qui dessine le motif. Entre les deux se trouve une classe hybride. Les galaxies lenticulaires, qui ont le disque d'une spirale, mais sans bras, sans gaz et avec peu de formation stellaire, comme une spirale qui a épuisé son carburant. Les galaxies irrégulières ne rentrent dans aucune de ces catégories. Elles n'ont pas de symétrie évidente, ni de disque, ni d'ellipse claire. Beaucoup d'entre elles doivent nord leur forme chaotique aux interactions avec des galaxies voisines. Approche ou fusion continue qui ont perturbé leur structure. Les nuages de Magellan sont irréguliers. Il en est de même pour de nombreuses galaxies les plus actives dans la formation stellaire de l'univers, dont le gaz est violemment comprimé par des collisions, générant des explosions de naissance stellaire. Ce que Hubble n'a pas compris initialement, et ce que des décennies d'études ultérieures ont établi, c'est que ces formes ne représentent pas une taxonomie statique. Ce sont des étapes d'un processus en cours. Les galaxies elliptiques, qui semblent anciennes et mortes, sont souvent le résultat de la fusion de galaxies spirales. Lorsque deux spirales entrent en collision, la rotation ordonnée qui crée la structure du disque est perturbée. Les étoiles sont projetées sur des orbites aléatoires et le résultat tend vers une forme elliptique. Les elliptiques les plus massives de l'univers, situées au centre de riches amas de galaxies, ont atteint leur taille énorme en cannibalisant des galaxies plus petites pendant des milliards d'années, en absorbant une après l'autre jusqu'à devenir l'objet dominant de leur amas. En ce sens, une elliptique géante et c'est moins une destination finale stable qu'un cimetière. Les restes accumulés de dizaines de galaxies qui n'existent plus séparément. Les galaxies spirales sont relativement fragiles en comparaison. Leur structure en disque ordonné nécessite un apport continu de gaz pour maintenir la formation d'étoiles, et le motif spirale lui-même est en réalité une onde de densité. Une zone de compression rotative qui provoque la formation d'étoiles lorsque le gaz et la poussière la traversent. Et non une structure fixe d'étoiles spécifiques. Les bras ne sont pas des caractéristiques matérielles de la même manière que les rayons d'une roue sont fixes. Ce sont des motifs, comme une vague dans l'eau. L'eau se déplace de haut en bas, mais la vague se propage à travers l'océan indépendamment. À mesure qu'une galaxie spirale vieillit, qu'elle perd son approvisionnement en gaz ou qu'elle est perturbée par des interactions gravitationnelles, les bras peuvent s'estomper. Ce qui reste peut ressembler davantage à une galaxie lenticulaire, un disque sans bras, vieillissant passivement. Les spirales barrées, dont la Voie lactée fait partie, présentant une caractéristique supplémentaire. Une barre droite d'étoiles traversant le centre galactique, avec des bras émergeant des extrémités de la barre plutôt que du noyau lui-même. La barre se forme par des instabilités gravitationnelles dans le disque et semble canaliser le gaz vers le centre galactique, alimentant potentiellement la formation d'étoiles ainsi que le trou noir supermassif central. Plus de la moitié des galaxies spirales dans l'univers proche sont barrées. Dans l'univers primitif, les barres étaient plus rares, ce qui nous informe sur la façon dont les disques galactiques se stabilisent et mûrissent au fil du temps cosmique. Les galaxies naines, ces petits systèmes de faible masse qui constituent la grande majorité des galaxies en nombre, occupent une place particulière dans cette taxonomie. Les naines elliptiques et sphéroïdales sont le type de galaxie le plus courant dans l'univers observable en quantité, bien qu'elles contribuent relativement peu à la masse stellaire totale. Elles sont extraordinairement faibles, et beaucoup n'ont été découvertes que ces dernières décennies.
lorsque les relevés d'imagerie sont devenus suffisamment sensibles pour détecter leurs halos stellaires diffus par rapport à la lueur du ciel. Les galaxies satellites de la Voie lactée et d'Andromède sont principalement des naines sphéroïdales. De minuscules systèmes dominés par la matière noire, avec seulement quelques millions à quelques centaines de millions d'étoiles, à peine plus lumineux qu'un amas globulaire de notre propre galaxie. Elles sont, en un certain sens, le produit le plus courant de l'univers. Petites, anciennes, principalement sombres, contribuant au grand recensement mais produisant presque rien de visible par elles-mêmes. Tout cela mène à la même conclusion. La morphologie galactique n'est pas une classification rigide, mais un enregistrement de processus. L'univers commence avec du gaz et de la matière noire. La gravité fait son travail. Des fusions ont lieu, la formation d'étoiles continue, le gaz est consommé ou expulsé, les trous noirs croissent. Après quelques milliards d'années, ce que vous avez dépend des conditions initiales, de l'environnement et de l'histoire spécifique des interactions. Et aucune galaxie n'a exactement la même histoire. L'amas de la Vierge est notre voisinage cosmique. En quittant le groupe local et en voyageant sur environ 50 millions d'années-lumière depuis la Terre, nous atteignons l'amas de galaxies le plus proche et riche, l'amas de la Vierge. C'est une structure d'un ordre différent de tout ce que contient le groupe local. Alors que le groupe local contient environ 80 galaxies connues dominées par deux grandes spirales, l'amas de la Vierge contient plus de 1300 membres confirmés. Et ce chiffre devrait augmenter à mesure que les études s'améliorent. Il constitue l'encre gravitationnelle du superamas de la Vierge et exerce une légère attraction sur le groupe local lui-même. Pas assez pour nous attirer compte tenu de notre trajectoire de sortie, mais détectable dans le mouvement particulier de notre galaxie. Au cœur de l'amas de la Vierge se trouve Messier 87, l'une des galaxies les plus célèbres et étudiées du ciel. M87 est une galaxie elliptique géante, le membre le plus grand et le plus massif de l'amas, un objet qui illustre ce qui se passe lorsqu'une galaxie reste au fond d'un puits gravitationnel pendant des milliards d'années, accumulant la masse de tout ce qui tombe vers elle. Elle contient entre 2 et 3 billions d'étoiles, plus du double de la masse de la Voie lactée. Et son halo externe s'étend sur presque 200 000 années-lumière depuis son centre. Au centre d'M87 se trouve un trou noir supermassif d'une masse d'environ 6,5 milliards de masses solaires. Le premier trou noir photographié directement, ce célèbre anneau orange, publié par la collaboration Event Horizon Telescope en 2019. M87 produit également l'un des jets les plus spectaculaires de l'univers local. Un jet étroit de plasma et de particules à haute énergie lancé depuis les environs du trou noir central à presque la vitesse de la lumière, s'étendant sur des milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Ce jet a été photographié pour la première fois par Heber Curtis en 1918, bien que sa nature n'ait été comprise que des décennies plus tard. Il est alimenté par l'extraction de l'énergie rotationnelle de la matière spirale vers le trou noir et il est suffisamment brillant dans les longueurs d'onde radio pour avoir été l'une des premières sources radio extragalactiques puissantes détectées par les premiers astronomes radio. Autour de M87 dans l'amas de la Vierge se trouvent des centaines d'autres galaxies de toutes sortes et tailles. Spirales, elliptiques, lenticulaires et irrégulières.
chacune avec sa propre histoire et sa position dans la hiérarchie de l'amas. Les amas de galaxies comme la Vierge ne sont pas simplement des collections de galaxies. Ils sont également remplis d'un gaz diffus et extrêmement chaud, chauffé par compression gravitationnelle à des dizaines de millions de degrés. Ce gaz dépasse en masse toutes les étoiles combinées de l'amas et brille en rayons X, faisant des amas de galaxies des cibles brillantes pour les observatoires à rayons X. Le gaz s'est là depuis des milliards d'années, retenant les métaux que les galaxies de l'amas ont libérés au fil du temps cosmique. L'amas de la Vierge lui-même fait partie du superamas de la Vierge, une structure couvrant environ 110 millions d'années-lumière et incluant le groupe local comme membre périphérique. Mais en 2014, une équipe dirigée par l'astronome Brent Tully de l'Université de Hawaï a produit une nouvelle carte révélant que le superamas de la Vierge n'était qu'un affluent de quelque chose de beaucoup plus vaste. En suivant les vitesses des galaxies sur des centaines de millions d'années-lumière et en identifiant quelles galaxies s'écoulaient gravitationnellement vers quels attracteurs centraux, l'équipe de Tully a défini un superamas qu'ils ont nommé l'Aniakea, du hawaïen ciel immense. L'Aniakea est le grand attracteur. L'Aniakea est notre véritable superamas domestique, et son échelle oblige à recalibrer tout le reste dans le voyage jusqu'à présent. Il s'étend sur environ 520 millions d'années-lumière de diamètre et contient environ 100 000 grandes galaxies. L'amas de la Vierge, tout notre groupe local, la Voie lactée, chaque galaxie que nous pouvons voir à l'œil nu depuis la Terre, tout cela tient à l'intérieur de l'Aniakea, et tout est orienté, dans son mouvement à grande échelle, vers un point gravitationnel central appelé le Grand Attracteur. Le Grand Attracteur est l'un des objets les plus étranges de l'univers proche, non pas par ce qu'il est, mais par sa position. Il se trouve dans la direction de la constellation de la Norma, derrière la poussière dense et les champs stellaires du plan galactique de la Voie lactée. La zone d'évitement, comme l'appellent les astronomes, où notre propre galaxie bloque la vue de tout ce qui se trouve au-delà. Pendant une grande partie du XXe siècle, les astronomes ont pu observer que les galaxies se déplaçaient vers quelque chose de massif dans cette direction. Mais ils ne pouvaient pas voir ce que c'était. Les vitesses particulières des galaxies dans une région, s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, pointaient toutes vers cet objet caché, y compris le groupe local, qui tombe vers le grand attracteur à environ 600 km par seconde. Lorsque les observations en infrarouge et en radio ont finalement percé la zone d'évitement, il a été révélé que le grand attracteur était centré sur l'amas Norma, un amas dense de centaines de galaxies situées à environ 150 à 250 millions d'années-lumière de nous. Mais l'amas Norma à lui seul n'est pas suffisamment massif pour expliquer tout le mouvement. Le grand attracteur est attiré vers une concentration encore plus grande. Le superamas de Shapley, à environ 650 millions d'années-lumière, qui est l'une des plus grandes concentrations de masse de l'univers proche. Ainsi, l'Aniakea n'est pas un système gravitationnel fermé. Il est entraîné vers l'extérieur dans son ensemble. Il était important de comprendre cela. L'Aniakea n'est pas lié gravitationnellement. Les galaxies, amas et groupes qui composent l'Aniakea n'orbitent pas autour d'un centre commun de la même manière que les étoiles orbitent le centre galactique. Oui, elles coulent vers lui, mais l'expansion de l'univers et l'accélération de cette expansion causée par l'énergie noire signifient que la majeure partie de l'Aniakea finira par se désintégrer. L'amas de la Vierge
n'attirera pas le groupe local. Le groupe local ne fusionnera pas avec l'amas de la Vierge. Notre avenir est de nous éloigner, alors que l'espace entre nous et toutes les structures lointaines s'étend plus rapidement que la gravité ne peut le compenser. Dans un futur lointain, des milliards et milliards d'années à partir de maintenant, même nos groupes de galaxies voisins les plus proches seront hors de portée. Ce que représente l'Aniakea, alors, n'est pas une structure permanente, mais un instantané. La disposition actuelle de la matière dans notre voisinage cosmique. Les formes que la gravité a eu 13,8 milliards d'années pour sculpter. Et c'est juste un nœud dans un schéma beaucoup plus vaste. La toile cosmique, en nous éloignant suffisamment pour voir l'Aniakea de l'extérieur, en déplaçant notre point de vue imaginaire à une distance où 520 millions d'années-lumière deviennent un point modeste sur la carte. Nous rencontrons quelque chose qui semble presque biologique. La matière de l'univers n'est pas répartie en amas aléatoires. Elle est organisée en un réseau complexe de filaments, de feuilles et de nœuds, séparés par d'énormes vides. C'est la toile cosmique, et c'est la plus grande structure cohérente et qui existe. Les filaments sont les fils du réseau, des concentrations allongées, approximativement cylindriques, de matière noire et de gaz, le long desquels les galaxies sont enfilées comme des perles. Un filament proéminent peut s'étendre sur plusieurs centaines de millions d'années-lumière d'un bout à l'autre. Bien qu'il soit incroyablement diffus, plus comme des rivières ténues de matière que comme quelque chose de solide. Là où deux filaments ou plus se croisent, se forment des nœuds. Les régions les plus denses de l'univers, où la matière s'est accumulée pendant des milliards d'années en d'énormes amas de galaxies. Entre les filaments, délimités par les feuilles qui les relient, se trouvent les vades. De vastes régions presque vides, contenant beaucoup moins de galaxies que prévu. Les vides ont généralement un diamètre compris entre 30 et 300 millions d'années-lumière et occupent ensemble la grande majorité du volume de l'univers. La majeure partie de l'univers est, en volume, essentiellement vide. Le réseau n'a pas été conçu. Il a grandi. Il a émergé de petites variations de densité dans l'univers très primordial. Des fluctuations quantiques dans l'énergie de l'espace lui-même, imprimées pendant la première fraction de seconde après le Big Bang et amplifiées à mesure que l'univers s'étendait. Là où la densité de matière était légèrement supérieure à la moyenne, la gravité a attiré davantage de matière au fil du temps, augmentant encore la densité. Là où la densité était légèrement inférieure à la moyenne, la matière s'est déplacée vers les régions les plus denses, laissant les zones les moins denses encore plus vides. Pendant des milliards d'années, ce processus, l'effondrement gravitationnel à l'échelle cosmique, a produit le réseau que nous voyons aujourd'hui. La matière noire a été essentielle à ce processus. La matière ordinaire, les atomes et les molécules qui composent étoiles, planètes et êtres humains, ne peut pas s'effondrer facilement seul dans l'univers primordial, car la pression de radiation la maintient en mouvement. La matière noire, qui n'interagit pas avec la lumière et ne ressent donc pas cette pression, peut s'effondrer beaucoup plus facilement. L'ossature fondamentale du réseau est constituée de matière noire, haloses et filaments invisibles formés en premier, fournissant la structure gravitationnelle dans laquelle la matière ordinaire est ensuite tombée. Les galaxies que nous voyons sont des traceurs lumineux d'une structure sous-jacente de matière noire,
que nous ne pouvons pas observer directement, mais dont la présence est déduite à partir de la disposition de tout ce qui est visible. Certaines structures au sein de la toile cosmique ont reçu des noms reflétant leur échelle. Le grand mur de Sloan est une feuille de galaxie d'environ 1,37 milliard d'années-lumière de long, identifiée à partir des données du Sloan Digital Sky Survey en 2003 et considérée à l'époque comme la plus grande structure connue de l'univers observable. Le mur du pôle sud, découvert en 2020 par l'équipe de Brent Tolley, en élargissant leur effort de cartographie, est une structure tout aussi massive située juste au-delà de l'Aniakea, entourant son bord sud dans un grand arc couvrant plus de 200 degrés du ciel et atteignant environ 500 millions d'années-lumière de profondeur. Le grand mur Hercule Corona Boreali, estimé à plus de 10 milliards d'années-lumière, la plus grande structure unique identifiée à ce jour, défie les attentes théoriques quant à la taille qu'une structure cohérente peut atteindre dans le temps disponible. Il existe une limite théorique à la taille qu'une structure cohérente peut atteindre. À des échelles supérieures à environ 300 à 400 millions d'années-lumière, l'univers semble statistiquement homogène. Ce qui signifie que si l'on moyenne la densité de matière sur des volumes suffisamment grands, elle devient approximativement la même partout. C'est une prédiction du modèle cosmologique standard, et la plupart des observations la soutiennent. Mais des structures comme le grand mur Hercule Corona Borealis, si elles sont confirmées comme des objets véritablement cohérents, semblent défier cette attente. Et leur existence est l'une des nombreuses questions ouvertes sur la taille réelle qu'une structure peut produire compte tenu du temps cosmique et de la physique. Amas de galaxies, les nœuds les plus denses. En voyageant à travers le réseau, nous atteignons ces points les plus denses, les amas de galaxies. Ce sont les plus grandes structures liées gravitationnellement de l'univers, des collections de centaines à des milliers de galaxies, de vastes quantités de gaz chaud et d'énormes quantités de matière noire, toutes maintenues ensemble dans un potentiel gravitationnel commun. Les comprendre est essentiel pour comprendre le voyage cosmique, car ce sont les lieux où l'évolution galactique prend ses tournants les plus dramatiques. L'amas de la chevelure de Bérénice, à environ 320 millions d'années-lumière de la Terre, contient plus de 1000 galaxies et est l'un des amas riches les mieux étudiés du ciel. Ce sont les observations de cet amas dans les années 1930 qui ont conduit l'astronome Fritz Zwicky à proposer pour la première fois l'existence de la matière noire. Zwicky a mesuré les vitesses des galaxies dans l'amas et a découvert qu'elles se déplaçaient trop rapidement pour être expliquées uniquement par la masse visible de l'amas. Les galaxies auraient dû s'échapper, se disperser il y a des milliards d'années si la seule gravité qui les maintenait provenait des étoiles et du gaz visible. Il devait y avoir une masse supplémentaire, invisible, maintenant l'amas ensemble. Il a fallu encore un demi-siècle avant que cette idée soit largement acceptée. Mais l'amas de la chevelure de Bérénice a fourni les premières preuves solides. La plupart des galaxies dans des amas riches comme celui-ci sont elliptiques ou lenticulaires, des systèmes anciens, rouges et pauvres en gaz, qui ont depuis longtemps cessé de former des étoiles. Ce n'est pas un hasard. L'environnement de l'amas est hostile à la formation d'étoiles de plusieurs façons. Le gaz intra-amas dense, chauffé à des dizaines de millions de degrés par la compression gravitationnelle, peut arracher le gaz plus froid des galaxies, entrant dans l'amas dans un processus appelé
Ram Pressure Stripping. Comme un vent frontal qui souffle le matériau interstellaire hors d'une galaxie en plongeant dans l'amas. Une fois qu'une galaxie perd son gaz, elle perd sa capacité à former de nouvelles étoiles et devient progressivement plus rouge à mesure que sa population stellaire restante vieillit. Le harcèlement gravitationnel, comme les rencontres rapprochées répétées avec d'autres galaxies de l'amas qui déforment et chauffent le disque, perturbe encore plus tout ordre restant. À cet égard, les amas sont des cimetières pour les galaxies spirales. Ils transforment des galaxies actives, formant des étoiles en elliptiques passives et vieillies sur des échelles de temps de milliards d'années. Les amas de galaxies les plus extrêmes sont presque incroyablement grands. L'amas du Boulette, à environ 3,7 milliards d'années-lumière, est devenu célèbre en 2006 lorsque les observations ont fourni la preuve la plus directe à ce jour de l'existence de la matière noire. L'amas du Boulette consiste en deux amas de galaxies qui se sont traversés. Le gaz visible des deux amas a heurté, ralenti et chauffé, produisant un choc en arc visible en rayons X. Mais les halos de matière noire des deux amas, cartographiés par lentilles gravitationnelles d'objets de fond, sont passés l'un à travers l'autre sans obstacle, se séparant du gaz et se révélant comme le composant de masse dominant. La séparation du gaz en rayons X de la masse mesurée par lentilles gravitationnelles a été une preuve directe et géométrique que la majeure partie de la masse des amas est dans une composante sombre et non interactive. Le gros, ou ACT-C, L, 0, 102-4915, est l'un des amas de galaxies les plus massifs connus, situé à environ 7 milliards d'années-lumière de la Terre. Sa masse est d'environ 2000 billions de masse solaire, soit environ 2000 fois la masse de la Voie lactée. Il semble également être la fusion de deux amas massifs, et l'énergie impliquée dans une telle collision défie l'imagination. Deux des objets liés gravitationnellement les plus grandes de l'univers, chacun contenant des centaines de galaxies, se percutant à des millions de kilomètres par heure. Les vides entrent. Entre chaque amas et chaque filament, qui constituent Simtomkunst la majeure partie du volume de l'univers, se trouvent les vides. Nous ne devrions pas les traverser rapidement lors de notre voyage, car ils ne sont pas du rien. Ce sont l'une des caractéristiques structurelles les plus importantes de l'univers. Les vides cosmiques ne sont pas parfaitement vides. Ils contiennent des galaxies dispersées et isolées, certaines étonnamment grandes, et de fins filaments de gaz diffus. Mais leur densité est bien inférieure à la moyenne cosmique, et les galaxies à l'intérieur sont affectées par leur isolement d'une manière subtilement différente des galaxies dans les filaments ou les amas. Les galaxies des vides ont tendance à être plus bleues, moins massives et plus actives dans la formation d'étoiles que leurs homologues dans des environnements plus denses. Elles ont moins de voisins avec qui interagir, moins de gaz froid arrachés par les vents des amas et plus de leur matière interstellaire originale intacte. Dans un certain sens, les galaxies des vides représentent l'univers dans un état plus pur, moins transformé par l'histoire violente des amas et des fusions. Le plus grand vide de l'univers relativement proche est le vide de Boötz, découvert en 1981 par Robert Kirshner et ses collaborateurs. Le vide de Boötz a un diamètre d'environ 330 millions d'années-lumière et contient beaucoup moins de galaxies que ce que son volume suggérerait. Environ 60 ont été identifiées à l'intérieur, alors que plusieurs milliers
pourrait-on s'y attendre. Sa taille absolue a suscité des spéculations lors de sa découverte, car elle semblait suffisamment grande pour être difficile à expliquer par les mécanismes standards de formation des vides. Des études ultérieures ont montré que le vide de Boötz résulte en réalité de la fusion de plusieurs vides plus petits au fil du temps cosmique, créant une région à densité réduite plus grande à mesure que la matière était évacuée gravitationnellement vers les murs et filaments environnants. Les vides s'étendent. À mesure que l'univers vieillit, les régions de moindre densité deviennent plus grandes et plus vides. Et les structures denses qui les bordent deviennent plus concentrées. Dans un futur lointain, l'accélération de l'expansion de l'univers provoquée par l'énergie noire rendra ce processus plus extrême. Les vides deviendront d'immenses déserts cosmiques, tandis que la matière qu'ils contenaient continue de s'accumuler ailleurs. Il y a un vrai sens dans lequel le réseau cosmique n'est pas une architecture stable, mais un processus dynamique, encore en train d'être sculpté, avec un résultat final qui ne sera atteint que dans des milliards d'années. Le répulseur dipolaire, identifié en 2017, ajoute une autre dimension à ce panorama. Pendant des décennies, les astronomes qui tentaient d'expliquer le mouvement du groupe local se concentraient au Pesinakum, sur le grand attracteur comme influence gravitationnelle dominante. Mais une équipe dirigée par Yehuda Hoffman de l'université hébraïque a découvert que l'image était incomplète. Il n'y avait pas seulement une attraction vers le grand attracteur, mais aussi une poussée depuis un vide massif dans la direction opposée. Ce vide est si peu dense que son absence d'attraction gravitationnelle contribue au mouvement du groupe local avec la même importance que l'excès d'attraction du grand attracteur. Nous ne sommes pas seulement attirés vers des régions plus denses, nous sommes également repoussés par le vide, une poussée aussi réelle que n'importe quelle attraction. Ce que les vides révèlent aussi, c'est que l'univers n'est pas seulement une collection d'objets, mais une collection de relations. Les propriétés d'une galaxie sont façonnées non seulement par ce qu'elle contient, mais par ce qui l'entoure. Une galaxie spirale située seule, au centre d'un vide, a une histoire évolutive fondamentalement différente d'une spirale identique située en périphérie d'un amas riche. Taux de fusion différents, historique d'accrétion de gaz différents, exposition différente aux pressions de traînée et aux forces de marée. L'environnement est inscrit dans les étoiles et le gaz de la galaxie, codant une histoire de son parcours dans le réseau cosmique. Lorsque les astronomes observent la couleur d'une galaxie, son taux de formation stellaire, le degré de perturbation de son disque ou la fraction de gaz ayant survécu, ils lisent en partie une biographie écrite par la grande structure. Les galaxies des vides que nous traversons dans ce voyage sont, d'une certaine manière, les galaxies les plus originales de l'univers, les moins transformées, les moins altérées, les plus proches de ce à quoi ressemble une galaxie lorsqu'elle évolue principalement selon sa propre physique interne. Un recensement de ce qui existe. En prenant du recul par rapport aux structures individuelles et en regardant l'univers dans son ensemble, la question la plus naturelle devient « Combien de galaxies existent-ils » La réponse a changé de manière spectaculaire au cours du dernier siècle et continue d'évoluer. Pendant une grande partie du XXe siècle, les estimations plaçaient le nombre total de galaxies dans l'univers observable à environ 100 milliards. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière, et 100 milliards semblait déjà un nombre astronomique. Puis,
en 2016, une étude dirigée par Christopher Conzelis à l'Université de Nottingham a utilisé des données de plusieurs télescopes terrestres et spatiaux combinés à des modèles théoriques de formation des galaxies pour produire une nouvelle estimation. Environ 2 trillions de galaxies, 10 fois plus que ce que l'on pensait auparavant. La révision est apparue en tenant compte de l'énorme quantité de petites galaxies faibles à des décalages vers le rouge élevé, trop faibles et éloignées pour être détectées par les télescopes précédents, mais qui deviennent exister selon notre compréhension de la formation des structures. Ce chiffre de 2 trillions pourrait lui aussi nécessiter une révision. Une étude de 2020 et utilisant la caméra à bord de la sonde New Horizons, qui a voyagé suffisamment loin du système solaire intérieur pour échapper à la pollution lumineuse zodiacale affectant les mesures depuis la Terre, a constaté que la quantité totale de lumière visible dans les régions profondes du ciel correspondait à un nombre plus faible de galaxies, quelques centaines de milliards plus tôt que des trillions. Le désaccord est encore en cours de résolution. Ce sur quoi les scientifiques s'accordent, c'est que le véritable recensement nécessite de définir ce qui est considéré comme une galaxie. Car les objets en question vont de systèmes nains, comptant seulement 1 million d'étoiles, à des géants comptant des billions d'étoiles. La définition est essentielle pour le compte total. Les astronomes peuvent affirmer avec confiance que la majorité des galaxies de l'univers ne ressemblent pas à la Voie lactée. La plupart sont petites, la plupart sont naines, des systèmes compacts avec des masses bien inférieures à celles de notre galaxie. Et beaucoup sont si faibles qu'elles n'ont pas de désignation officielle, connue uniquement comme contribution statistique dans les études de champs profonds. Les spirales et elliptiques brillantes et photogéniques qui dominent les images astronomiques ne représentent qu'une petite fraction de la population totale de galaxies. La galaxie typique, si tant est qu'elle existe, est petite, ancienne et en grande partie invisible pour tout sauf les instruments les plus sensibles. Le nombre total change également avec le temps. Les galaxies fusionnent. L'univers d'aujourd'hui contient moins mais plus grandes galaxies que l'univers d'il y a 5 milliards d'années. Lui-même contenant moins mais plus grandes galaxies que l'univers d'il y a 10 milliards d'années. La formation des galaxies était plus intense dans les premiers milliards d'années de l'histoire cosmique, lorsque l'univers était plus dense et que les réserves de gaz étaient abondantes. À mesure que le gaz s'est épuisé, les fusions ont combiné de plus petites galaxies en galaxies plus grandes. Et l'expansion de l'univers a rendu difficile la fusion des galaxies largement séparées. Le taux de formation de nouvelles galaxies a diminué. L'univers, en un certain sens, ralentit après sa période la plus créative. Le pic de formation stellaire cosmique, le moment dans l'histoire de l'univers où naissait le plus d'étoiles par unité de temps dans tout le volume observable, s'est produit il y a environ 10 milliards d'années, lorsque l'univers avait environ 4 milliards d'années. Les astronomes appellent cela le midi cosmique, et les galaxies de cette époque étaient en moyenne beaucoup plus actives que celles que nous voyons dans l'univers proche. Elles formaient des étoiles à des taux des dizaines ou même des centaines de fois supérieurs à ceux d'une galaxie typique aujourd'hui. Les galaxies formant des étoiles du midi cosmique étaient également plus irrégulières, moins ordonnées que les spirales et elliptiques dominantes de l'univers proche, leur morphologie perturbée par le taux plus élevé de fusion et d'interaction dans le cosmos plus jeune et plus dense. Le GWST permet aux astronomes d'étudier les galaxies du midi cosmique avec un détail extraordinaire,
révélant la structure interne de ces systèmes anciens et actifs, et retraçant comment leur gaz était consommé, redistribué et finalement épuisé. L'univers proche que nous voyons aujourd'hui est, en un sens réel, la suite tranquille d'une époque antérieure d'activités beaucoup plus intenses. Ce que nous voyons lorsque nous regardons le passé. Voici l'une des caractéristiques les plus profondes de ce voyage. Lorsque nous regardons l'espace, nous regardons simultanément le passé. La lumière voyage à une vitesse finie, environ 300 000 km par seconde, et comme l'univers est si vaste, la lumière des galaxies lointaines a été émise il y a très longtemps. La lumière qui arrive à nos télescopes depuis une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière a quitté cette galaxie il y a 1 milliard d'années. La galaxie que nous voyons n'est pas la galaxie telle qu'elle existe maintenant. C'est la galaxie telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années. Cela signifie qu'un voyage à travers l'espace est également un voyage à travers l'histoire cosmique. Les galaxies proches que nous voyons, le groupe local, l'amas de la Vierge, les structures à l'intérieur de l'Aniakea, sont des galaxies dans leur état actuel, matures, plus de 13 milliards d'années après le Big Bang. En voyageant plus loin et en observant des galaxies plus lointaines, nous voyons les galaxies telles qu'elles apparaissaient à des époques de plus en plus anciennes. Les galaxies les plus lointaines visibles avec les télescopes actuels se voient telles qu'elles existaient lorsque l'univers avait seulement quelques centaines de millions d'années, lorsque tout était plus dense, chaud, chaotique et énergétique qu'aujourd'hui. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021 et opérationnel depuis mi-2022, a été construit spécifiquement pour observer ces galaxies précoces. Son miroir de 6,5 mètres et sa sensibilité extrême à l'infrarouge lui permettent de détecter la lumière étirée par l'expansion de l'univers, des longueurs d'onde ultraviolettes aux infrarouges sur des milliards d'années de voyage. L'expansion de l'univers étire la lumière, plus la source est éloignée, plus sa lumière a été étirée pendant le transit, la décalant vers des longueurs d'onde plus rouges, puis infrarouges. Le décalage vers le rouge est la mesure des astronomes pour la distance et le recul dans le temps. Une galaxie avec un décalage vers le rouge de 2 se voit, telle qu'elle était lorsque l'univers avait environ 3 milliards d'années, tandis qu'une galaxie avec un décalage vers le rouge de 10 se voit à l'époque où l'univers n'avait qu'environ 500 millions d'années. Avant JWST, la galaxie confirmée la plus lointaine avait un décalage vers le rouge d'environ 11, correspondant à un univers âgé d'environ 400 millions d'années. JWST a presque immédiatement dépassé cette limite après le début de ses opérations scientifiques. L'enquête avancée profonde extragalactique de JWST a trouvé des centaines de galaxies des 650 premiers millions d'années de l'histoire cosmique. Ensuite, début 2024, une galaxie connue sous le nom de JADES GS Z14 avec un décalage vers le rouge de 14,18 a été confirmée, correspondant à un univers âgé d'à peine 300 millions d'années. Cette galaxie n'était pas seulement lointaine, mais étonnamment brillante et grande. Plus de 1600 années-lumière de diamètre, produisant sa lumière presque entièrement à partir de jeunes étoiles, plutôt que d'un trou noir central. L'oxygène détecté dans son spectre indiquait que plusieurs générations d'étoiles massives avaient déjà vécu et péri à l'intérieur d'elle, ce qui était impressionnant étant donné le peu de temps écoulé depuis le Big Bang. Ensuite, début 2025,
JWST a battu son propre record. Une galaxie appelée MOOM-Z14, confirmée dans une étude publiée en janvier 2026, avait un décalage vers le rouge de 14,44, la situant seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Ce qui rend MOM-14 remarquable au-delà de sa distance, c'est qu'elle n'était pas censée exister. À ce stade de l'histoire de l'univers, les modèles théoriques n'avaient pas prédit la présence de galaxies brillantes et substantielles en grand nombre. JWST a maintenant trouvé plus de 100 galaxies relativement brillantes de cette époque, là où presque aucune n'était attendue. Un écart systématique entre prédiction et observation qui suggère que les modèles standards de formation des galaxies précoces manquent quelque chose d'important. Les premières galaxies et l'aube cosmique. Aux confins les plus lointains de notre exploration, nous approchons d'une ère de l'histoire cosmique connue sous le nom d'aube cosmique. La période où les premières sources de lumière se sont allumées dans l'univers après l'obscurité du nuage primordial d'hydrogène. Comprendre cette ère est l'un des objectifs centraux de l'astronomie du XXIe siècle. Après le Big Bang, pendant environ les 380 000 premières années, l'univers était un plasma chaud et dense de protons, neutrons et électrons si complètement mélangés que la lumière ne pouvait pas voyager librement. Elle se dispersait constamment. Puis, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les protons, formant des atomes d'hydrogène neutres. Et soudain, l'univers est devenu transparent. La lumière a pu voyager librement. Ce moment est ce que nous observons comme le fond diffus cosmologique. La lumière la plus ancienne de l'univers, une faible lueur de rayonnement micro-ondes provenant de toutes les directions, portant les traces de minuscules variations de densité qui finiront par former la toile cosmique. Après cette transition, l'univers est entré dans ce que les cosmologistes appellent l'ère de l'obscurité. Une période qui a duré peut-être entre 200 et 400 millions d'années, au cours de laquelle il n'y avait pas de source lumineuse. Il n'y avait pas d'étoiles. Il n'y avait pas de galaxies. Juste du gaz d'hydrogène et d'hélium, lentement attiré par la gravité vers les halos de matière noire qui s'étaient formés depuis le Big Bang. Lorsque les premiers amas de gaz sont devenus suffisamment denses et chauds en leur centre, les premières étoiles se sont allumées et l'ère de l'obscurité a pris fin. Il est presque certain que ces premières étoiles ne ressemblaient en rien aux étoiles que nous voyons aujourd'hui, composées uniquement d'hydrogène et d'hélium, les seuls éléments existants avant que les étoiles ne forment des éléments plus lourds en leur sein. Elles étaient probablement immensément massives, peut-être entre 100 et 1000 fois la masse du Soleil. De telles étoiles massives brillent intensément et meurent jeunes, souvent dans des explosions spectaculaires. Elles produisaient les premiers éléments lourds et le premier rayonnement ultraviolet intense, qui a commencé à ioniser le gaz neutre d'hydrogène remplissant l'univers, transformant progressivement le cosmos d'un brouillard de gaz neutre au milieu clair et ionisé que nous observons aujourd'hui. Cette transformation, appelée l'époque de la réionisation, a eu lieu environ 400 millions à 1 milliard d'années après le Big Bang. Les galaxies que le JWST découvre entre 280 et 500 millions d'années
après le Big Bang sont parmi les premiers contributeurs à cette rayonisation. Certaines d'entre elles sont étonnamment lumineuses et déjà surprenamment grandes, ce qui implique que la formation des galaxies dans l'univers primordial était plus rapide et efficace que ce que les modèles prévoyaient. Une galaxie, JA-DS-GS Z13-1, observée 330 millions d'années après le Big Bang, a montré un type d'émission d'hydrogène qui aurait dû être impossible à cette époque. Le gaz neutre d'hydrogène environnant aurait dû la bloquer. La détection suggère que la galaxie avait déjà créé une bulle d'espace ionisée autour d'elle, perforant un trou dans le brouillard de l'ère de l'obscurité, bien que la façon exacte dont elle a accompli cela reste une question ouverte. L'enquête Cosmos Web, publiée publiquement en juin 2025, a fourni la plus grande carte de l'univers jamais assemblée à partir des données du GWST. Un catalogue de près de 800 000 galaxies couvrant presque tout le temps cosmique. Ce catalogue a trouvé environ 10 fois plus de galaxies dans les périodes les plus précoces que prévues et a découvert des trous noirs supermassifs à des époques précoces, invisibles même pour Hubble. L'écart entre ce que le modèle cosmologique standard prédit pour l'univers primordial et ce qui s'est réellement observé pourrait être l'un des problèmes non résolus les plus significatifs de la cosmologie moderne. Un signe que la formation des galaxies a été beaucoup plus efficace que compris, ou que l'histoire primitive de l'univers impliquait des processus que les modèles ne capturent pas encore. Une possibilité spécifique explorée est que la fonction initiale de masse des étoiles, la répartition des masses avec laquelle les étoiles se forment, était différente dans l'univers primitif de ce qu'elle est aujourd'hui. Si les premières générations d'étoiles étaient systématiquement plus massives que celles qui se forment aujourd'hui, elles produiraient plus de lumière par unité de gaz consommée, rendant les premières galaxies plus brillantes que prévu, même si elles contenaient la même quantité de masse stellaire. Une autre possibilité concerne la poussière. Si les galaxies primitives contenaient moins de poussière que ce que les modèles supposent, davantage de leur lumière s'échapperait sans être absorbée, les rendant plus lumineuses. Une troisième possibilité est plus radicale. Que la nature de la matière noire elle-même, ou la dynamique spécifique de l'inflation qui a semé les variations de densité ayant déclenché la formation des structures, diffère des hypothèses les plus simples de manière à permettre une formation plus rapide des galaxies. Les théoriciens travaillent activement sur toutes ces pistes, et la réponse pourrait nécessiter plus d'une d'entre elles. Ce qui est certain, c'est ce que le GWST a profondément changé notre vision de l'univers primitif, plus que presque personne ne l'avait anticipé avant son lancement. On s'attendait à ce que le télescope découvre des galaxies lointaines. On ne s'attendait pas à en trouver autant, aussi brillantes et si tôt dans l'histoire cosmique. Chaque nouvelle observation des champs profonds a ajouté des preuves que l'univers n'était ni si calme ni si sombre dans ses premières centaines de millions d'années que le modèle standard ne le suggérait. Quelque chose se passait rapidement et efficacement, avec plus d'énergie que prévu. Et quoi que ce soit, cela a façonné tout ce qui s'est venu après. Galaxies actives et les trous noirs qui les propulsent. Au cours de notre voyage, nous avons traversé des galaxies dans toute leur diversité. Mais certaines galaxies ne sont pas du tout silencieuses. Leur centre brille d'une énergie si intense qu'elle éclipse tout le reste de la galaxie combinée, parfois par des facteurs de milliers. Ce sont les noyaux galactiques actifs, et les comprendre
change la perspective sur la manière dont les galaxies vivent et meurent. Au cœur de chaque galaxie massive se trouve un trou noir supermassif. Dans la plupart des galaxies, y compris notre propre Voie lactée, ce trou noir est principalement inactif, se nourrissant de si peu de matière qu'il produit presque aucune émission détectable. Mais lorsque la matière tombe vers le trou noir en quantité significative, qu'il s'agisse de nuages de gaz s'enroulant le long des filaments, de gaz perturbés par la fusion de galaxies, ou de matière détruite par les marées lorsque des étoiles passent trop près, la matière qui tombe forme un disque d'accrétion, se chauffe à des températures extrêmes et émet abondamment des radiations. L'énergie libérée par la matière tombant dans un trou noir supermassif peut surpasser l'émission lumineuse combinée de toute la population stellaire de la galaxie par plusieurs ordres de grandeur. Les quasars sont la version la plus extrême de ce phénomène. Ils sont les sources lumineuses soutenues les plus brillantes de l'univers et étaient beaucoup plus fréquents dans le passé. L'ère des quasars a atteint son apogée il y a environ 10 milliards d'années, lorsque les galaxies étaient plus jeunes, plus denses et se fusionnaient plus fréquemment. En regardant vers des décalages vers le rouge élevé, les quasars illuminent l'univers primitif comme des phares, les rendant détectables à des distances où les galaxies ordinaires sont trop faibles pour être observées. Les quasars les plus lointains, avec des décalages vers le rouge supérieur à 7, sont observés lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Et leurs trous noirs centraux, certains déjà de centaines de millions à des milliards de masses solaires, représentent un défi important pour les modèles de formation. Comment des trous noirs aussi massifs peuvent-ils se former si rapidement dans un univers âgé de seulement 1 milliard d'années? Ce que ces phases actives signifient pour l'évolution galactique est l'un des sujets les plus débattus en astrophysique. Il existe de bonnes preuves que l'émission énergétique des noyaux galactiques actifs peut réguler la formation stellaire. Les flux et jets d'un noyau actif peuvent chauffer et expulser le gaz d'une galaxie, interrompant l'approvisionnement en gaz froid nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Ce processus, appelé rétroaction des AGN, noyaux galactiques actifs, pourrait être responsable de l'arrêt de la formation stellaire dans les galaxies elliptiques massives et ralentir leur évolution vers des systèmes passifs et vieillissants. Le trou noir supermassif au centre d'une galaxie n'est pas simplement un passager dans l'histoire de la galaxie. Il peut être l'un de ses moteurs, et la corrélation étroite entre la masse du trou noir d'une galaxie et la masse de son bulbe stellaire central, observée dans des milliers de galaxies, est une marque distinctive de cette coévolution, bien que le mécanisme causal soit encore étudié. Les galaxies radio ajoutent une dimension supplémentaire à cela. Lorsque les jets d'un noyau actif s'étendent bien au-delà de la galaxie elle-même, atteignant parfois des millions d'années-lumière dans le milieu intraclustre environnant, ils déposent d'énormes quantités d'énergie dans le gaz chaud entourant la galaxie. Cette énergie peut contrebalancer le refroidissement du gaz intraclustre qui, autrement, retomberait sur la galaxie et alimenterait la formation de nouvelles étoiles. Dans les elliptiques géantes situées au centre des amas, ce chauffage induit par les jets semble être le mécanisme dominant qui empêche les énormes flux de gaz chaud de relancer la formation stellaire à grande échelle. Sans cette rétroaction, certaines des galaxies les plus massives de l'univers seraient très différentes. Des spirales actives formant des étoiles au lieu des elliptiques passives et vieillissantes que nous observons réellement. Le trou noir et la galaxie participent à une conversation
de longue durée, le trou noir ayant souvent la voix la plus forte. Fusion de galaxies et la violence de la gravité. Au fur et à mesure que nous voyageons dans l'univers, nous rencontrons des fusions partout. Pas des collisions rapides, comme des accidents de la route, mais des danses lentes entraînées par la gravité qui durent des centaines de millions d'années. Les fusions de galaxies sont le mécanisme central par lequel les grandes galaxies grandissent, et leurs preuves sont écrites dans le ciel sous forme de queues déformées, de ponts d'étoiles et de systèmes chaotiques qui n'ont plus de forme claire. Lorsque deux galaxies se rapprochent, la gravité n'autorise pas un simple échec. Les forces de marée commencent à déformer les deux systèmes, arrachant des étoiles et du gaz en longs courants appelés esqueues de marée, qui s'étendent parfois sur des millions d'années-lumière. La première rencontre ne fusionne peut-être pas immédiatement les deux galaxies. Elles peuvent se traverser, se séparer, puis se rapprocher à nouveau, oscillant pendant des milliards d'années avant que leurs noyaux ne s'unissent enfin. À chaque étape, le gaz dans les galaxies est comprimé par les forces de marée et les collisions gravitationnelles, déclenchant des explosions de formation d'étoiles si intenses que le système combiné peut briller momentanément plus que tout le reste dans son voisinage. Ces fusions avec explosions stellaires sont à l'origine de certaines des galaxies infrarouges les plus brillantes de l'univers. Les galaxies antennes, ainsi nommées en raison de leur longue queue de marée rappelant les antennes d'un insecte, constituent l'une des fusions les plus proches et les mieux observées dans le ciel. Une paire de spirales à environ 45 millions d'années-lumière, qui ont commencé à interagir il y a environ 600 millions d'années. Les observations du JWST des antennes ont révélé des détails de la formation d'étoiles dans la région de recouvrement invisible pour les télescopes précédents. Des centaines de jeunes amas d'étoiles intégrés dans leur nuage de naissance, preuve que les fusions peuvent être des pépinières extrêmement productives pour de nouvelles générations d'étoiles, tout en modifiant la structure des galaxies progénitrices. La galaxie Roue de Chariot, à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre, est une galaxie annulaire, le résultat spectaculaire d'une plus petite galaxie qui a presque directement traversé le centre d'une plus grande galaxie spirale. L'impact a envoyé une onde de densité ondulante vers l'extérieur à travers le disque, comme une pierre jetée dans de l'eau calme, comprimant le gaz en un anneau de formation d'étoiles intenses qui brillent maintenant de jeunes étoiles bleues. À l'intérieur de l'anneau, la structure originale du disque a été presque entièrement détruite. La galaxie fautive s'est échappée et se trouve maintenant à proximité, identifiable uniquement car sa trajectoire peut être retracée. Le JWST a photographié la roue de Chariot avec un détail extraordinaire en 2022, révélant la structure de l'anneau de formation d'étoiles et les bandes de poussière complexes avec une clarté sans précédent. Au centre des amas riches en galaxies, les fusions les plus extrêmes se produisent silencieusement et de manière persistante pendant des milliards d'années. Les galaxies les plus lumineuses des amas, ces énormes elliptiques situées au fond gravitationnel de leur amas, grandissent en accumulant des galaxies qui tombent vers elles par un processus appelé friction dynamique, qui draine l'énergie orbitale d'une plus petite galaxie alors qu'elle spirale vers l'intérieur. La plus petite galaxie est progressivement démantelée. Ces étoiles sont ajoutées à l'halo extérieur du géant central et son noyau survit parfois comme un satellite compact pendant des milliards d'années
avant d'être également absorbées. Les galaxies les plus massives de l'univers doivent donc leur taille entièrement à ce cannibalisme répété, faisant de leur vaste halo, en essence, les fantômes accumulés de galaxies qui n'existent plus. Les baryons perdus de l'univers et ce qui remplit l'espace entre eux, quelque chose d'important a été laissé de côté jusqu'à présent dans ce voyage, et il vit dans les espaces entre les galaxies. Lorsque les astronomes font un inventaire de toute la matière ordinaire dans l'univers, tous les protons et neutrons, tous les atomes, tout ce qui compose les étoiles, les nuages de gaz, les planètes et les êtres humains, ils découvrent qu'environ la moitié ne peut être comptée parmi ce qui est ce visible. Les étoiles et galaxies visibles au télescope ne contiennent qu'environ la moitié de la matière ordinaire totale que les modèles cosmologiques et les observations de l'univers primordial prédisent. La réponse, soutenue par des preuves observationnelles croissantes, est que la majeure partie de la matière ordinaire de l'univers ne se trouve pas du tout dans les galaxies. Elle est dispersée dans un gaz extrêmement diffus et extrêmement chaud appelé milieu intergalactique chaud-chaud, DHIM, qui remplit les filaments du réseau cosmique. Ce gaz, chauffé à des températures comprises entre 100 000 et 10 millions de degrés par compression gravitationnelle et choc lorsque la matière tombait dans la structure du réseau, est si ténu qu'il ne brille faiblement qu'en rayons X doux et en lumière ultraviolette. Si faiblement qu'il a été largement invisible pour les générations précédentes de télescopes. La détection directe du WAHIM a été l'un des objectifs les plus recherchés en cosmologie observationnelle depuis 2 décennies. Les preuves de son existence se sont accumulées à travers les caractéristiques d'absorption dans les spectres des quasars lointains. Lorsque le gaz ténu du réseau se trouve entre un quasar et la Terre, il absorbe des longueurs d'onde spécifiques de la lumière du quasar selon des motifs qui révèlent la température, la densité et la composition du gaz. En 2019, une équipe de l'Institut Riken au Japon et de l'Université de Durham au Royaume-Uni a publié la première image directe d'un filament du réseau cosmique en émission. Lumière réellement émise par le gaz reliant 2 amas de galaxies, éclairée par la sortie ultraviolette combinée des galaxies, formant des étoiles, agissant comme des lanternes. L'image n'était pas spectaculairement visuelle, mais elle a constitué l'une des confirmations observationnelles les plus significatives du squelette gazeux du réseau dans l'histoire de l'astronomie. Comprendre le milieu intergalactique chaud-chaud est important, car il complète le budget des baryons. Il comptabilise la matière théoriquement présente, mais qui n'avait pas été observée. C'est également important car ce gaz est le réservoir dont les galaxies ont puisé leur matière au cours de leur vie. Le gaz froid coule du réseau cosmique vers les galaxies le long des filaments, alimentant la formation d'étoiles qui produit les étoiles, les planètes et chaque élément lourd de l'univers. Le réseau n'est pas un arrière-plan statique pour l'évolution galactique. C'est là, c'est la chaîne d'approvisionnement qui a nourri chaque galaxie que nous avons rencontrée dans ce voyage. Depuis les premiers systèmes minuscules, proches de l'aube du temps cosmique, jusqu'aux énormes amas que nous voyons aujourd'hui. L'horizon observable est ce qui se trouve au-delà. À la limite la plus éloignée de notre voyage, nous atteignons une frontière qui n'a rien à voir avec la distance et tout à voir avec le temps. L'univers observable, un horizon. La lumière se déplace à une vitesse finie et l'univers a un âge fini. Aucun signal, aussi rapide soit-il, ne peut nous atteindre depuis une distance si grande que le temps nécessaire pour que la lumière la traverse dépasse l'âge même de l'univers. Cela nous donne une sphère, l'univers observable,
au-delà de laquelle, peu importe les instruments que nous construisons, nous ne pouvons pas voir. Non pas parce qu'il n'y a rien là-bas, mais parce que l'information provenant de cet endroit n'a pas eu le temps de nous parvenir. Le fond diffus cosmologique, la faible lueur résiduelle du Big Bang qui imprègne le ciel dans toutes les directions, marque le bord de cette sphère. Il représente le moment, environ 380 000 ans après le Big Bang, où l'univers est devenu transparent pour la première fois et où la lumière a pu voyager librement. Nous ne pouvons pas regarder plus loin dans le temps, car avant ce moment, la lumière ne voyageait pas librement. Le CMB provient d'une surface située à environ 46 milliards d'années-lumière de nous dans toutes les directions. Plus loin que les 13,8 milliards d'années-lumière correspondant à l'âge de l'univers, car l'univers s'est étendu pendant que la lumière voyageait. L'univers total, l'univers au-delà de notre horizon observable, est certainement plus grand que ce que nous pouvons voir. Les mesures de la géométrie du CMB réalisées par le satellite Planck suggèrent que l'univers est spatialement plat ou très proche de l'être, ce qui est cohérent avec l'idée qu'il est beaucoup plus grand que la portion observable. Quelle est sa taille exacte? Personne ne le sait vraiment. Tout ce qui s'y trouve, au sens le plus littéral, est hors de portée, non pas à cause d'une limitation technologique, mais à cause d'une restriction fondamentale inscrite dans la physique de la lumière et dans l'âge même du temps. Certaines versions de la cosmologie inflationnaire suggèrent l'existence d'une inflation éternelle produisant un multivers d'univers-bulles, chacun potentiellement avec ses propres constantes physiques dont le nôtre est un. Ces idées restent dans le domaine de la spéculation théorique, bien au-delà de ce que l'observation peut actuellement prouver. Mais elles sont l'extension naturelle de ce que nous savons. Que notre univers observable n'est pas l'univers dans son ensemble, mais un fragment de quelque chose de plus grand, peut-être énormément plus grand, peut-être sans aucune limite. Comment nous cartographions tout? Ce voyage de la Voie lactée jusqu'au bord de l'univers observable n'a pas été cartographié d'un seul coup. Il s'est construit au fil de décennies d'observation, utilisant des instruments et des techniques qui ont progressivement étendu la portée de l'humanité. Pendant une grande partie de l'histoire humaine, l'univers se résumait à la Voie lactée. L'existence d'autres galaxies n'a été démontrée qu'en 1923, lorsque Edwin Hubble utilisa les étoiles variables Céphéides pour mesurer la distance à ce qui était alors appelé la nébuleuse d'Andromède et établir qu'elle se trouvait bien au-delà des limites de la Voie lactée. Cette découverte a instantanément élargi l'univers connu d'un facteur de plusieurs milliers. Les travaux ultérieurs de Hubble ont établi que presque toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous et que leurs vitesses de récession sont proportionnelles à leur distance. Relation désormais connue sous le nom de loi de Hubble, première preuve que l'univers est en expansion. Les grandes études sur le décalage vers le rouge des galaxies, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, ont transformé l'image bidimensionnelle des galaxies dispersées dans le ciel en carte tridimensionnelle du réseau cosmique. L'étude du décalage vers le rouge du CFA, à la fin des années 70 et 80, fut la première tentative systématique produisant les premières preuves claires de la structure à grande échelle, des murs et des vides dans la distribution des galaxies qui contredisaient l'hypothèse d'une uniformité lisse.
L'étude 2DF et le Sloan Digital Sky Survey ont étendu cette cartographie pour couvrir des centaines de milliers, puis des millions de galaxies, révélant le réseau dans toute sa complexité sur des régions de plusieurs milliards d'années-lumière. Le télescope spatial Euclide, lancé en 2023, étend ses études à des distances encore plus grandes et avec plus de précision, visant à cartographier la structure à grande échelle de l'univers afin de contraindre les propriétés de l'énergie noire et de vérifier si elle a varié au cours du temps cosmique. Le développement de la radioastronomie a ajouté une dimension complètement nouvelle à l'image. Les radiogalaxies, les quasars, les pulsars et le fond diffus cosmologique ont été découverts par des observations radio et ont transformé la cosmologie. L'astronomie au rayon X a révélé le gaz chaud qui remplit les amas de galaxies. L'astronomie infrarouge a pénétré la poussière cachant les régions de formation stellaire les plus denses. La détection des ondes gravitationnelles a commencé par la première détection directe par LIGO en 2015, a ouvert une fenêtre d'observation entièrement nouvelle qui n'utilise pas du tout la lumière. Elle lit l'univers à travers les vibrations de l'espace-temps lui-même, détectant des événements tels que la fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons, auparavant complètement invisibles. Chaque nouvelle gamme de longueur d'onde et chaque nouveau type de signal a ajouté du détail et de la complexité à la carte. Le JWST représente la frontière actuelle. Ces découvertes ont déjà compliqué le modèle standard de formation des galaxies, de manière que des années seront nécessaires pour les comprendre pleinement. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour un lancement en 2026 ou 2027, explorera des zones beaucoup plus larges du ciel dans l'infrarouge, trouvant des milliers de galaxies à fort décalage vers le rouge et élargissant le recensement cosmique au fil du temps. L'observatoire Vera C. Rubin, maintenant en opération complète, explorera le ciel de manière répétée et profonde dans l'optique, cartographiant des milliards de galaxies et suivant l'évolution de la structure à grande échelle de l'univers. L'Extremely Large Telescope, en construction au Chili, avec un miroir de 39 mètres de diamètre, obtiendra des spectres détaillés de galaxies individuelles observés par le JWST et Roman, étudiant leur chimie, leur histoire de formation stellaire et leur dynamique d'une manière inaccessible aux instruments actuels. La carte est encore en cours de dessin. Il y a quelque chose de philosophiquement intéressant dans la relation entre les instruments et le savoir qu'ils produisent. Chaque instrument non seulement étend la portée du précédent, mais révèle également que l'univers est différent de ce que l'instrument précédent suggérait. Chaque fois que l'humanité a construit un œil beaucoup plus puissant, l'univers a révélé une couche de lui-même qui était auparavant cachée. Et cette couche cachée s'est toujours révélée importante. Rien ne laisse penser que ce schéma soit terminé. L'univers a été systématiquement plus complexe, plus stratifié et plus surprenant que prévu à chaque étape de l'enquête. La réponse appropriée à cette histoire n'est pas la confiance que nous avons presque terminée, mais l'anticipation que le prochain instrument montrera à nouveau quelque chose d'inattendu. Ce que ce voyage révèle sur les échelles, voler à travers chaque galaxie de l'univers observable, nous oblige à faire face à des échelles qui défient l'intuition. Nous nous sentons à l'aise avec des nombres que nous pouvons imaginer. $1 million, 1000 miles, quelques centaines d'années. L'univers ne se conforme pas à nos préférences d'échelle. La Voie lactée a un diamètre de 100 000 années-lumière. La lumière, la plus rapide de l'univers, voyageant à 300 000 km par seconde,
met 100 000 ans à traverser notre galaxie. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. L'amas de la Vierge est à 50 millions d'années-lumière. Laniakea a un diamètre de 520 millions d'années-lumière. L'univers observable a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Ces nombres ne signifient rien de la manière dont le chiffre 10 signifie quelque chose. Ils ne peuvent pas être calculés en termes d'expérience humaine. Ils nécessitent une relation différente avec la magnitude. Une chose que ce voyage révèle est dès que l'univers est à la fois presque totalement vide et extrêmement structuré. La distance entre les galaxies est généralement des dizaines à des centaines de fois plus grande que les galaxies elles-mêmes. La distance entre les étoiles à l'intérieur des galaxies est des millions de fois plus grande que les étoiles. À chaque échelle, la matière de l'univers est incrustée dans d'immenses vides. Et pourtant, la matière n'est pas distribuée au hasard. Elle est organisée par la gravité, la thermodynamique et les fluctuations quantiques de l'univers primitif, en structure d'une complexité extraordinaire. Le réseau cosmique, qui s'étend sur des milliards d'années-lumière, a été tracé par la physique, opérant à l'échelle quantique dans la première fraction de seconde du temps. Le plus grand et le plus petit sont connectés. Une autre chose que ce voyage révèle est que l'univers a une histoire. Et cette histoire est visible. Nous ne regardons pas un cosmos statique lorsque nous observons le ciel nocturne. Nous voyons différentes époques, les galaxies proches telles qu'elles sont aujourd'hui, les galaxies plus lointaines telles qu'elles étaient il y a des millions et des milliards d'années. Les objets les plus faibles détectables tels qu'ils existaient au tout début du temps. Chaque image d'un puissant télescope est une machine à remonter le temps. L'univers visible pour nos instruments n'est pas un instantané d'un moment, mais un compendium de tous les moments depuis l'émission de la première lumière, superposés les uns sur les autres. Lire le cosmos, c'est lire l'histoire. Une histoire qui commence avant qu'il y ait quelqu'un pour la lire et qui peut continuer bien après que le dernier lecteur soit parti. Il y a aussi quelque chose que le voyage révèle sur la contingence. À quel point l'univers aurait pu être différent et à quel point les conditions pour ce que nous observons sont réellement étroites. La structure du réseau cosmique a été semée de fluctuations quantiques qui sont, à la racine, probabilistes. Une réalisation légèrement différente de ces fluctuations, dans la première fraction de seconde après le Big Bang, aurait produit un réseau différent, des distributions de galaxies différentes, des amas différents, des histoires de formations stellaires différentes. La disposition particulière de la matière que nous habitons, y compris l'emplacement spécifique de la Voie lactée dans un recoin relativement calme du superamas de la Vierge, loin des centres violents des amas riches, est le résultat d'un immense espace de résultats possibles. Si cette disposition particulière a eu quelque chose à voir avec l'apparition de la vie sur Terre, et si la vie nécessite l'environnement relativement stable et suburbain d'une galaxie spirale adjacente à un vide, plutôt qu'au noyau turbulent d'un amas riche, c'est une question qui relie la cosmologie à la biologie de manière à peine explorée. Ce que la confrontation avec l'échelle produit, si elle est suivie honnêtement, n'est pas le désespoir, mais un sens recalibré de ce qui importe. L'univers se moque de l'échelle de tout événement particulier en son sein. Les galaxies fusionnent et meurent sans cérémonie. Les étoiles explosent. Les amas entrent en collision au ralenti pendant des milliards d'années, sans deuil
ni témoin. L'échelle n'est pas signification. Le point bleu pâle suspendu dans un rayon de soleil, à 3,7 milliards de miles de chez nous, est l'objet le plus significatif que nous connaissons dans l'univers observable. Non pas par sa taille, mais par ce qu'il contient, le seul exemple confirmé de matière se comprenant elle-même. Ce qui reste inconnu. Ce voyage n'est honnête que s'il reconnaît ce qui est inconnu, car les parties inconnues sont immenses. La matière noire représente environ 27% de la densité totale d'énergie de l'univers. Elle façonne tout: le réseau cosmique, la formation des galaxies, les courbes de rotation des galaxies, la déviation de la lumière par les amas de galaxies. Pourtant, après presque un siècle de collecte de preuves de son existence, nous n'avons pas de détection directe confirmée d'une particule de matière noire. Chaque candidat proposé par la physique des particules jusqu'à présent n'est jamais apparu dans les détecteurs. Les particules hypothétiques les plus simples de la matière noire, les particules massives à interaction faible, WIMPs, ont été recherchées pendant des décennies dans des détecteurs souterrains profonds sans succès. Des candidats alternatifs, y compris les axions et les neutrinos stériles, restent également insaisissables. La nature de la matière noire est la question ouverte la plus importante en physique et en astronomie combinée. L'énergie noire, responsable de l'expansion accélérée de l'univers, est encore plus mystérieuse. Elle représente environ 68% de la densité totale d'énergie de l'univers et est actuellement décrite comme une constante cosmologique. Une densité d'énergie uniforme de l'espace lui-même qui entraîne l'expansion à un rythme accéléré. Si elle est réellement constante ou si elle varie dans le temps et l'espace, c'est l'une des questions centrales auxquelles des enquêtes comme Euclide et Raman sont conçues pour répondre. Les données récentes de l'enquête DAISY, qui ont mesuré les positions de dizaines de millions de galaxies à travers le temps cosmique, ont donné des indices que l'énergie noire pourrait ne pas être constante, pouvant varier de manière déviant du modèle le plus simple. Ces indices ne sont pas encore définitifs, mais ils sont pris au sérieux et, s'ils sont confirmés, nécessiteraient une révision fondamentale de notre vision cosmologique. La tension dans les mesures de la constante de Hubble, le taux d'expansion cosmique, est un autre sujet non résolu. Deux méthodes indépendantes pour mesurer ce taux donnent des valeurs qui diffèrent d'environ 8%, plus que ce qui peut être expliqué par l'incertitude de mesure seule. Une méthode utilise le fond diffus cosmologique et la physique de l'univers primitif. L'autre utilise les galaxies et les chandelles standards dans l'univers local. Elle devrait correspondre si le modèle cosmologique standard est complet, mais ce n'est pas le cas. Cette tension de Hubble persiste et s'est intensifiée au cours de plus d'une décennie de mesures de plus en plus précises et pourrait indiquer qu'il manque un ingrédient dans notre compréhension de l'évolution de l'univers. Et puis, il y a la question soulevée par les observations de l'univers primitif avec le jet d'Aboué-Stakali. Pourquoi y a-t-il tant de galaxies brillantes si tôt après le Big Bang? Si la réponse nécessite de corriger le modèle existant avec des ajustements de l'efficacité de formation stellaire et du retour d'énergie, ou s'il manque quelque chose de plus fondamental sur la physique de l'univers primitif, c'est toujours une question vraiment ouverte. L'univers a été généreux en preuves. Il n'a pas encore été généreux en explications. La forme de tout. Avant de revenir au point de départ, une dernière question. Quelle forme a tout cela? La structure à grande échelle de l'univers observable, lorsqu'elle est représentée en 3 dimensions,
via les relevés de galaxies, ressemble à une éponge ou à une mousse. Des murs et filaments denses, entourant de grandes bulles vides. Mais cette mousse n'a pas de direction privilégiée, ni de centre, ni de bord à l'intérieur de la sphère observable. Les observations du fond diffus cosmologique, TMB, confirment que l'univers semble statistiquement identique dans toutes les directions depuis notre position. Toute structure existante n'est organisée autour d'aucun point particulier. C'est le principe cosmologique. L'univers est homogène et isotrope à grande échelle, ce qui signifie qu'il n'a pas de lieu ou de direction privilégiée. Nous ne sommes pas au centre, parce qu'il n'y a pas de centre. Chaque observateur, dans chaque galaxie, chaque amas, chaque superamas, voit essentiellement le même univers. La même toile, la même expansion, le même horizon. Depuis la galaxie d'Andromède, les astronomes observeraient la même toile cosmique que nous voyons, mais d'un point de vue situé à 2,5 millions d'années-lumière. Depuis une galaxie au bord de notre univers observable, en regardant la Voie lactée, les astronomes verraient un univers en expansion de façon qui semblerait identique à ce que nous observons ici. La géométrie de l'univers, plate, à courbure positive comme une sphère ou à courbure négative comme une selle, a été mesurée avec grande précision grâce au CMB. La réponse est qu'il est plat, ou si proche de plat que toute courbure est sous le seuil de détection. Un univers plat est géométriquement compatible avec une étendue infinie, bien que nous ne puissions observer que la portion finie à l'intérieur de notre horizon. Dans un univers infini, chaque disposition possible de la matière se produit quelque part, pas par mysticisme, mais par statistique. Si vous avez un volume infini et des structures de taille finie, chaque configuration se répète. La question de savoir quelle est la taille totale de l'univers, s'il est réellement infini ou simplement immense, est quelque chose que la physique actuelle ne peut pas résoudre. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce que nous avons cartographié, l'univers observable complet, des galaxies des 280 premiers millions d'années du temps cosmique jusqu'à aujourd'hui, des structures allant des étoiles individuelles aux filaments de milliards d'années-lumière, n'est pas toute l'histoire. C'est le chapitre visible d'un livre beaucoup plus long, écrit dans le langage de la gravité, de l'énergie noire et de la mécanique quantique qui est encore en cours de lecture. Nous avons commencé ce voyage à l'intérieur d'une seule galaxie spirale barrée, à 26 000 années-lumière de son centre, sur une planète rocheuse si petite qu'aucun instrument construit jusqu'à présent ne peut la résoudre depuis la distance de l'amas de galaxies le plus proche. Nous avons voyagé vers l'extérieur à travers le groupe local, à travers l'amas de la Vierge, à travers le superamas de 520 millions d'années-lumière que nous appelons notre foyer, à travers les fils emmêlés du réseau cosmique, passant par des milliers d'amas de galaxies et des centaines de milliards de galaxies, jusqu'au bord de ce que la lumière a eu le temps de nous montrer. Nous avons rencontré des galaxies nées 280 millions d'années après le Big Bang, encore brillantes avec leur première génération d'étoiles. Nous avons traversé des vides de 330 millions d'années-lumière de large. Nous avons appris que la moitié de la matière ordinaire dans l'univers ne se trouve pas du tout dans les galaxies, mais dans un gaz chaud et diffus
qui remplit l'espace entre elles. Une chaîne d'approvisionnement cosmique qui a alimenté toute l'histoire de la création stellaire. Ce que ce voyage montre, c'est que l'univers n'est pas une collection d'objets séparés, mais une seule structure interconnectée. La matière organisée par la physique en motifs, qui se répètent et varient sur 13,8 milliards d'années d'histoire. Chaque galaxie que nous avons traversée est connectée à toutes les autres par le réseau de matière noire et de gaz qui coule entre elles. Chaque atome de chaque étoile a été forgé dans le noyau d'une étoile précédente et dispersé par la mort de cette étoile. Chaque trou noir massif au centre de chaque galaxie a grandi par les mêmes processus d'accrétion qui forment également les étoiles autour de lui. Il n'y a pas de chose isolée dans l'univers. Il n'existe que l'univers, s'exprimant à différentes échelles et à différents moments dans le temps. C'est aussi un univers qui n'est pas achevé. Les galaxies les plus lointaines que le JWST découvre sont encore en train de former leur première génération d'étoiles. Les grands amas de galaxies continuent d'accréter de la matière à partir des filaments environnants. La Voie lactée continue d'absorber de petites galaxies satellites. Andromède continue de se rapprocher. Le réseau cosmique continue d'évoluer, ses vides devenant plus vides et ses nœuds plus denses. L'avenir est aussi long que le passé, et l'univers aura un aspect profondément différent dans 10 milliards d'années. Ce que nous avons cartographié est un instantané d'un chapitre intermédiaire, un moment particulier d'un processus sans fin évident. Et ce qui est remarquable, ce qui justifie tout ce voyage, c'est qu'une espèce sur une petite planète rocheuse, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie spirale moyenne, dans un nœud du réseau cosmique, a découvert la majorité de tout cela. Non grâce à un accès spécial ou un privilège cosmique, mais par l'accumulation soigneuse de preuves, instrument par instrument, étude par étude, question par question. L'univers n'a rien donné gratuitement. Nous avons gagné chaque année-lumière de celui-ci. Si vous avez trouvé ce voyage précieux, il y en a encore plus. Abonnez-vous et nous continuerons.